Bonjour à tous et merci de venir si nombreux pour cette présentation où je vais vous présenter un peu mes travaux sur les lidars mobiles et les inventaires forestiers nationaux. Et on va essayer ensemble bon, on va voir si on arrive à répondre à la question si les lidars mobiles et les inventaires forestiers nationaux font bon ménage et si c'est possible d'implémenter ces lidars mobiles dans les inventaires nationaux de manière concluante. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le lidar mobile? On va aller un tout petit peu plus en détail dessus après, mais là, très brièvement. C'est un appareil qui permet de scanner en 3D des scènes réelles, donc des endroits réels, pour les transformer en nuages de points 3D, comme ici vous pouvez le voir, en forêt. Et donc en forêt, on va pouvoir scanner des parcelles forestières pour ensuite, avec toute une série d'algorithmes, pouvoir séparer les arbres et ainsi faire des mesures au niveau de l'échelle de l'arbre et de la placette, des mesures de hauteur, de volume, de circonférence, de compétition entre individus, parfois même de statut de l'arbre. Et donc on va pouvoir faire tout un tas de mesures avec juste un scan, avec ce petit appareil qu'on va pouvoir juste prendre en main et se déplacer dans la placette qu'on aimerait bien mesurer. Et alors du coup, quand j'ai commencé ma thèse, il y a 2 ans et demi, et tout au long de la thèse, j'ai eu énormément d'a priori justement sur cet appareil. Et beaucoup de gens ont eu des a priori aussi que j'ai pu un peu reprendre. Des a priori positifs ou négatifs sur l'appareil. Dans les négatifs, celui qui revient le plus fréquemment, c'est que ça va remplacer les équipes de terrain. C'est qu'on va tout simplement marcher et puis que toutes les mesures qui sont faites par les hommes qui sont sur le terrain vont disparaître et ne servir à rien. D'autres disent que l'appareil est peut-être trop complexe, que ça va être impossible de vraiment en tirer quelque chose de vraiment concluant de manière euh, régulière, que c'est pas forcément applicable à grande échelle, et donc principalement pour les inventaires nationaux, que ça va être très compliqué de mettre en place. Et aussi, certaines personnes ont peur que ça rende obsolète d'autres travails. Après, il y a d'autres personnes qui voient l'appareil de manière beaucoup plus positive, parfois même un peu trop positive, je pense, qui pensent que ça va diminuer le temps de travail sur le terrain et que ça va rendre tout beaucoup plus facile, qu'on va avoir des mesures beaucoup plus précises, des mesures bien meilleures, qu'on va pouvoir, avec juste un scan, avoir toutes les infos qu'on veut sur la forêt et juste en se baladant tranquillement comme ça dans la forêt, on va pouvoir la scanner en entier. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ah, avec ça, vous allez scanner toute la forêt wallonne, c'est ça? En pensant qu'on allait faire toute l'entièreté de la Wallonie. Euh, mais avec cette présentation, on va essayer, je vais vous présenter un peu ce que j'ai appris et ce que j'ai un peu découvert au fur et à mesure sur l'appareil et sur son utilisation, et du coup sur comment l'employer au mieux pour les inventaires nationaux. Et ensemble, on va voir un peu que c'est pas si simple, qu'il y a beaucoup d'autres contraintes en plus que juste savoir scanner, savoir faire des mesures. Et j'aimerais bien du coup qu'on essaie de répondre, ou en tout cas qu'on se rapproche d'une réponse de est-ce que ces inventaires et ces scanners marchent ensemble, est-ce que ça va pouvoir faciliter le travail, est-ce que ça va vraiment pouvoir aider les inventaires nationaux et la norme incendie qui se remet un peu en route. Si vous avez des questions pour la présentation, pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez vraiment pas à lever la main. J'aimerais même bien qu'on ait presque une discussion plus qu'une présentation, parce que c'est vraiment une question qui est sujette à débat. Donc si vous avez des idées en plus, ça m'intéresse aussi. En ligne, par contre, je préférais que vous gardiez les questions pour après, étant donné qu'avec l'ordinateur, je pense que ça va être un peu plus compliqué de pouvoir interagir aussi facilement. Donc si vous avez des questions, notez-les, on reviendra à la fin de la présentation. Mais du coup, la technologie, je vous parle de lidar mobile depuis un moment. La technologie lidar, c'est quoi? En 2 mots, c'est Light Detection and Ranging. Donc, ces appareils qui vont émettre un rayon de lumière, qui vont détecter si un objet se trouve dans ce rayon, dans le chemin de ce rayon, et qui vont mesurer la distance à laquelle il se trouve de cet objet. Dans les faits, donc, ce principe est très simple, mais après, on va l'appliquer de différentes manières, notamment le lidar aérien, qui sont extrêmement utilisés dans les inventaires forestiers nationaux et pour évaluer la ressource forestière à l'échelle de la région wallonne ici. On a régulièrement des courses de lidar aérien, donc un avion qui passe avec le lidar pour ainsi mesurer plein des points. Vous voyez que le nuage de points est placé peu précis, mais on l'a sur une couverture très large. On a ensuite, à une échelle un peu plus petite, pour mesurer plutôt des peuplements ou des massifs forestiers, on a le lidar drone, qui lui va être un petit peu plus précis, mais qui va passer par le dessus, donc on va manquer beaucoup d'informations au niveau du tronc. Et enfin, on a ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le lidar terrestre et le lidar mobile. Donc ce sont tous les deux des lidars qui sont déployés au niveau du sol. Le lidar terrestre, lui, va être sur un trépied fixe et va scanner tout ce qui se trouve autour de lui. Alors que le lidar mobile, lui, on va pouvoir le transporter, le prendre à la main et ainsi pouvoir vraiment se déplacer dans la parcelle forestière pour avoir un maximum de points de vue différents et ainsi limiter au minimum les zones d'ombre. Et donc, ce lidar mobile sur lequel je me suis particulièrement concentré pour ma thèse et sur lequel je me concentre encore, il a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Dans les avantages, on a une occlusion réduite. Comme je l'ai dit, les zones d'ombre
étant donné qu'on va pouvoir se déplacer vraiment tout en scannant, eh bien, on va avoir beaucoup moins d'occlusions, ce qu'on appelle, donc c'est vraiment des endroits qui ne vont pas être scannés parce qu'il y a un objet devant. On va avoir une rapidité assez forte du scan. En 15 minutes, on peut scanner entre 0,1 et 0,25 hectares, et on peut aller jusqu'à 1 hectare en 40 minutes. Donc c'est quand même assez bon par rapport à sa contrepartie fixe. Et donc on va pouvoir étendre beaucoup plus la surface qu'on va pouvoir scanner. À côté de ça, comme il est mobile, on va se déplacer et que l'appareil doit essayer de comprendre où il se trouve en même temps que de scanner, on va avoir beaucoup plus de bruit, donc beaucoup plus de points qui sont répartis un peu à gauche à droite par rapport à l'objet réel, comme vous pouvez voir dans les deux arbres qui sont en bas à droite de la slide. On va avoir des données assez lourdes et donc qui vont nous demander plus de temps de traitement et plus de place pour être stocké. L'appareil, comme beaucoup d'appareils LiDAR, est sensible à la météo. Donc, si jamais on a des fortes pluies ou de la neige, on va avoir des problèmes au niveau du scan, soit plus de bruit, soit des endroits qui vont devenir invisibles. Et la portée de l'appareil, en fonction de l'appareil, ça peut être de 30 à 100 mètres de portée pour les LiDAR mobiles en général. Donc, si c'est 100 mètres, il n'y a pas de problème, on va pouvoir quand même voir en grande partie la forêt. Par contre, si jamais on a une portée de 30 mètres, par exemple, pour tous les arbres qui se trouvent au-dessus de 30 mètres de hauteur, ben, on va manquer une grosse partie de l'arbre parce que du coup, on va pouvoir scanner l'entièreté de l'arbre au niveau de sa hauteur. En utilisant cet outil, du coup, pour la première partie de ma thèse, j'ai essayé de voir quelle était la précision et l'erreur, la marge d'erreur des estimations du LiDAR mobile par rapport aux mesures manuelles et aux mesures de référence. Et donc, on a mesuré une soixantaine de placettes type inventaire forestier wallon. On a inventorié en plein, je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. Et donc, on a inventorié des placettes de 0 à 1 hectare, où tous les arbres au-dessus de 20 cm de circonférence ont été mesurés. Et pour ces arbres, on a mesuré la hauteur totale, la circonférence, des mesures de volume, donc de couronne, pardon, que ce soit la surface de la couronne projetée au sol ou vraiment le volume occupé par la couronne. Et aussi le volume des branches et de tiges, mais principalement du coup des tiges. Et donc ces mesures, on les a comparées à des mesures type de l'inventaire forestier permanent ou à des mesures de drone LiDAR pour ce qui est de la hauteur et des mesures de couronne, étant donné que c'est souvent ce qui est utilisé comme référence pour les couronnes. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte que pour la plupart, enfin pour toutes ces mesures, on a des observations qui sont non biaisées. On a beaucoup de outliers, comme on dit, donc des points qui sont non algorithmiques. Ça, c'est surtout dû à des erreurs de segmentation de l'arbre. Vous avez vu au tout début, on a vraiment des nuages de points d'une parcelle complète, donc on va redécouper ces arbres avec des algorithmes, mais il y a parfois des erreurs de ce côté-là. Et donc parfois on va avoir des morceaux d'arbres qui vont s'ajouter au scan de certains arbres, ce qui fait que du coup on a ces points qui sont un peu loin de la ligne 1-1. Donc ça, c'est à chaque fois les comparaisons entre les mesures LiDAR et les mesures de référence. Donc, comme je vous ai dit, pour la hauteur, on a par rapport aux mesures cligniométriques classiques de l'inventaire et les mesures LiDAR drone. Pour la circonférence, on a fait par rapport aux mesures manuelles. Pour la couronne, on a fait par rapport au LiDAR drone aussi. Et pour le volume, du coup, on a fait par rapport aux équations de Dianelli qui sont couramment utilisées pour l'inventaire permanent wallon pour estimer le volume poids fortige des arbres. Donc ça, c'est ce à quoi on s'est limité pour cette première étude. Mais on se rend compte, quand on observe un peu la littérature, qu'avec justement ces scans et ces arbres en 3D, on sait faire beaucoup plus. Et notamment certaines études qui se concentrent sur l'utilisation du deep learning et des intelligences artificielles pour estimer l'espèce, enfin, identifier l'espèce juste sur base de point, ou qui vont encore essayer d'identifier la qualité de la tige ou d'éventuels défauts. Des micro-habitats aussi, certaines études se penchent là-dessus. On a aussi moyen de caractériser le feuillage, que ce soit au niveau de la surface même de feuilles présentes dans la couronne, ou la densité de feuilles pour le volume de la couronne. On peut aussi utiliser ça pour avoir des indices de structure de la forêt, donc de structure horizontale ou verticale, ou encore des indices de compétition entre individus, qui peut être très, très utile pour avoir une idée du statut de l'arbre et de comment est-ce qu'il pourrait éventuellement se développer et croître par la suite. Et du coup, bah, génial, on peut faire plein de choses avec ça. On a plein d'indices, on a plein de mesures qui ont l'air d'être super faciles à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas directement dans les inventaires permanents et qu'on ne va pas juste demander à ceux qui mesurent de se balader avec un sac à dos en plus et le petit scanner sur le dos? Eh ben, pour comprendre pourquoi c'est pas si simple, il faut se pencher un peu plus sur les inventaires régionaux et nationaux et sur comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, je vais prendre l'exemple ici de l'inventaire wallon, un inventaire permanent wallon.
Donc, on a 11 000 placettes, plus ou moins, qui sont visitées sur l'ensemble du territoire, qui sont visitées en 10 ans, durant toute l'année. Donc, vous comprenez bien que toute l'année, plus problème de météo, là déjà, on a un petit truc qui pourrait coincer. Sur un emploi du temps assez serré, ils ont en général 4 placettes par jour qu'ils doivent faire avec énormément de mesures. Et rajouter des mesures supplémentaires, c'est pas toujours facile au niveau du timing. Donc là, de nouveau, on doit mettre en place le scan, etc. Un autre problème où ça pourrait coincer. Et en Wallonie, ça va, on a un peu épargné, mais pour d'autres inventaires nationaux et régionaux, comme par exemple en France, parfois ils doivent se déplacer plusieurs kilomètres avant d'arriver sur la parcelle de forêt. Donc ça veut dire se transporter encore le matériel sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser, et donc du poids en plus pour les équipes de terrain. Du coup, est-ce qu'on a déjà essayé peut-être de l'implémenter? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être possible? Pour ça, en fait, dans la deuxième partie de ma thèse, j'ai pu faire partie d'un projet européen où on s'est rassemblé avec plusieurs utilisateurs de lidar terrestres et mobiles. Et on a un peu discuté justement des cas qui avaient déjà été testés en Europe. Et de là a émergé 3 cas en fait, qui avaient déjà été testés en France, en Finlande et en Suisse, où ils ont essayé justement d'implémenter ces appareils dans l'inventaire, soit de manière permanente, soit vraiment pour faire quelques recherches supplémentaires sur des points particuliers. Et donc, ces 3 exemples, je vais vous les décrire très rapidement avec les objectifs et ce qu'il en a sorti. Premièrement, en France, ils ont fait une première campagne entre 2010 et 2019 où ils ont acquis des données TLS, donc le lidar fixe ou le disque tripode. Ils ont fait un peu plus de 1500 placettes pour plus de 20 000 arbres qui sont scannés. Ils ont eu 2 phases d'inventaire, une première phase justement jusqu'à 2016 où là, ils avaient assez peu de scans par placette et ils se sont très vite rendus compte, très vite après, à un moment, ils se sont rendus compte que la qualité n'était pas suffisante, qu'ils avaient trop d'occlusions, qu'ils avaient trop de zones d'ombre, qu'ils n'arrivaient pas à avoir des arbres complets au niveau des scans. Et donc, ils ont dû refaire une autre méthodologie. Et durant, du coup, ces 9 années de travail sur ce lidar terrestre, ils ont développé tout un tas d'algorithmes pour essayer justement de traiter ces données. Et donc, ils ont fait assez bien avancer justement tous ces traitements qui sont compliqués. Et ils ont mis au point donc, un très large jeu de données de tous ces arbres. Maintenant, ils ont remarqué que malgré tout ça, la qualité des nuages au point n'était pas forcément toujours suffisante et qu'ils avaient souvent des problèmes au niveau de l'exploitabilité de ces données. Et surtout, au niveau des algorithmes, ils n'arrivaient toujours pas à avoir quelque chose d'assez convaincant pour pouvoir avoir une implémentation efficace. Et donc, pour le moment, ils sont en stand-by, ils attendent encore d'avoir des algorithmes meilleurs qui pourraient être développés justement à la recherche pour pouvoir exploiter ce jeu de données assez long. Ensuite, il y a eu la Finlande, qui a fait aussi l'utilisation des lidars terrestres de nouveau, dans le but de mettre à jour les équations de cubage, donc essayer d'estimer les volumes d'arbres, de très nombreux arbres, de manière non destructive, pour justement mettre à jour ces équations de cubage. Ils ont eu un peu moins de placettes et un peu moins d'arbres, mais dans les résultats finaux, ils ont réussi justement à mettre à jour pour avoir des équations de cubage un peu plus précises. Et ils ont aussi utilisé ces données pour faire une évaluation de la compétition entre les individus d'arbres, donc des nouvelles compétitions par la lumière, savoir quel est le statut de l'arbre, est-ce qu'il est dominé, dominant, et ce genre de choses. De leur côté, au niveau des limites, ils se rendent compte que le lidar terrestre était parfois difficile d'être mis en place pour certaines placettes, que ce soit des placettes avec une forte densité, avec beaucoup d'arbres, ou des placettes parfois en forte pente. Et ils se sont rendus compte qu'au niveau du temps de scan sur la placette une fois sur le terrain et au niveau du traitement de données après, c'était assez compliqué à mettre en place parce que c'est assez long et assez difficile. Et donc, ils n'envisageaient pas de savoir faire cela à large échelle et de manière continue sur l'inventaire national. Après, il y a eu la Suisse aussi, qui eux ont fait une première étude explorative où ils ont testé différents appareils sur quelques placettes pour voir lesquels étaient les plus adéquats. Et assez facilement, ils se sont rendus compte que les MLS qui sont arrivés par après, donc les lidars mobiles, qui eux peuvent se déplacer dans les placettes, avaient l'air beaucoup plus pratiques pour ça, au niveau du temps de terrain, au niveau de la qualité de scan. Et donc, ils sont mis en tête de rechercher justement sur la meilleure manière d'utiliser ces MLS dans l'inventaire. Et pour 2027, ils prévoient de le déployer de manière constante et permanente dans l'inventaire forestier. Et donc, ils ont fait une première étude explorative, comme je vous ai dit, puis une seconde sur 32 placettes, où ils ont plus de 3000 arbres. Et là-dessus, ils ont du coup fait toutes ces planifications et ils ont mis au point leur méthodologie. Ils sont en train toujours de la mettre au point. Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a quand même un certain
comment dire, certains défis au niveau du temps de mesure de nouveau. L'inventeur leur a donné 15 minutes maximum pour tout ce qui est scan. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine contrainte de ce côté-là. Et surtout, la Suisse, comparée à la Wallonie, j'ai pu l'observer quand j'ai été 2 semaines là-bas pour faire le scan, qui sont des forêts vachement plus compliquées qu'ici. Si ici, on pourrait marcher tranquillement pour la plupart des paissières linéaires, là-bas, ils ont parfois des forêts, enfin, ils ont beaucoup de forêts mixtes avec des pentes de plus de 45 degrés. Ce genre de choses qui sont des cas qui, forcément, pour se balader après avec quelque chose sur le dos, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on se rend compte que malgré ça, il y a certaines personnes qu'on ne pourra pas scanner, ou en tout cas de manière très difficile. Et donc, on a pas mal débattu avec tous ces acteurs pendant justement ce projet 3D for Ecotech. Et on a retiré, d'ailleurs, il y aura un article qui sortira normalement bientôt, les contraintes et les opportunités que pouvaient avoir justement ces technologies lidar terrestres et mobiles pour les inventaires forestiers et nationaux. Et on se rend compte qu'au niveau des contraintes, on a pas mal de contraintes logistiques au niveau de la mise en place, vraiment, la mise en œuvre du scan, le traitement de données, le fait de pouvoir sauvegarder ces données et de les garder en un endroit, faire des backups, ce genre de choses. C'est toutes des contraintes qu'on ne pense pas forcément quand on se rend compte que l'appareil marche pour une placette, pour deux placettes, pour une petite étude comme j'ai fait moi. Et quand on met à large échelle, c'est plus des contraintes qui sont beaucoup plus compliquées, que ce soit le transport de matériel, comme je l'ai dit, en France, parfois il marche plusieurs kilomètres. Donc, l'air de rien, rajouter 5 kilos sur le dos, c'est déjà conséquent. Et encore 5 kilos, on parle seulement du poids de l'appareil, sans parler du poids des marqueurs, des jalons et d'autres matériels supplémentaires. On se rend compte qu'au niveau de la méthode difficile, c'est compliqué de pouvoir planifier ces scans. Forcément, s'il pleut toute la semaine, ça fait toute la semaine, mais on ne travaille pas là-dessus. Ce n'est pas forcément envisageable dans un inventaire permanent qui doit avancer, qui a déjà des plannings prévus. Et de nouveau, le temps de traitement et de scan, c'est quelque chose qui est quand même un gros problème de pouvoir attribuer ce temps en plus au niveau des mesures. Il y a aussi des petits défis au niveau de la qualité des mesures, savoir quelle est la marge d'erreur. Je vous ai montré tantôt les graphiques, on n'a pas forcément de biais, mais on peut avoir des marges d'erreur au niveau de la précision. Et le problème, c'est si jamais cette précision est... comme on est dans des inventaires qui vont souvent revisiter les placettes, cette marge de précision ne peut pas dépasser forcément un certain degré, étant donné que si jamais on revisite cette placette et que cette marge de précision est plus grande que l'évolution, par exemple, de la circonférence, forcément, on risque d'avoir des gros problèmes au niveau du coup de l'évolution des données et des mesures de la placette. On a aussi un problème au niveau de la continuité des appareils. Ici, vous voyez, c'est un Z Horizon Geoslam. Enfin, c'était un Z Horizon Geoslam parce que la compagnie a été rachetée récemment. Du coup, maintenant, c'est un Z Horizon Faro. Maintenant, il est vendu en bleu avec quelques paramètres différents. Et donc, on se rend compte que même sur quelques années, les appareils changent. Je vous ai parlé de 11 000 placettes en Wallonie qui sont visitées sur 10 ans. Sur 10 ans, on n'aura pas le même appareil. On aura des problèmes, que ce soit l'appareil qui devient un peu vieux, on va le remplacer, ce ne sera pas la même chose. Et donc, il y a une question qui se pose, OK, si on change l'appareil, est-ce que la qualité des mesures va changer? Est-ce que la précision sera la même et ainsi de suite? Il y a une étude qui est en train de se faire pour le moment là-dessus qui est assez optimiste, qui va dire que c'est plutôt les algorithmes qui modifient la précision que vraiment l'appareil. Pour le moment, maintenant que les appareils commencent à être assez précis, la plupart se valent. Et enfin, on a des placettes qui ne pourront pas être visitées. Dans le cas d'un inventaire permanent, ça peut être problématique si ces placettes c'est des placettes qui ne sont pas visitées de manière systématique. Certains types de placettes ne sont pas visitées de manière systématique. Comme j'ai dit, les placettes pentues, les forêts pentues, pour les scans, ça va être compliqué. Mais les arbres en pente vont peut-être grandir de manière différente des autres, vont peut-être avoir des mesures différentes des autres. Et donc, le fait de rater systématiquement ces placettes-là peut introduire de nouveau un biais dans les mesures qu'on peut faire. Après, forcément, au niveau économique, le prix de ce genre d'appareil coûte assez cher. En plus, il y a plein de personnes qualifiées pour faire les traitements de données, tout ce qui est calcul de circonférence, de hauteur, tout ce qui est mesure de volume sur le base du scan. Il y a besoin d'une expertise quand même assez poussée. Et surtout, il y a besoin de toute l'infrastructure et toute la logistique derrière pour sauvegarder et traiter ces données. Bon, ça c'était le côté un peu tous les défis à faire. Mais à côté de ça, on a énormément de plus-value à avoir ce genre de scanner dans un inventaire permanent, étant donné qu'il y a tout un tas de nouvelles mesures possibles, que ce soit les mesures de couronne de circonférence, les mesures de compétition entre individus. Il y a moyen d'avoir certaines mesures qui étaient faites par avant en dire d'experts, comme par exemple la structure ou le recouvrement, de manière beaucoup plus rigoureuse et répétable surtout. Donc ça veut dire que on va pouvoir refaire le scan, on va pouvoir refaire la mesure de manière régulière sur le même scan et chaque fois on aura le même résultat. Et donc ça veut dire qu'on aura quelque chose de plus répétable, de plus
comment dire, oui, le plus réputable. Et surtout, je vous avais parlé de placettes, de mesurer en plein. En fait, il faut savoir que l'inventaire wallon et beaucoup d'inventaires forestiers nationaux utilisent des placettes concentriques. Donc, il y a plusieurs placettes imbriquées les unes dans les autres, en cercle. Euh, et du coup, sur ces placettes, on ne va pas forcément mesurer les mêmes arbres par rapport à la distance. Donc, plus un arbre va être proche de la placette, plus on va mesurer des petits. Et donc, plus on va s'éloigner de la placette, enfin du centre de la placette, plus seuls les gros arbres vont être mesurés. Enfin, je vais essayer de me expliquer, je ne suis pas très clair là. Mais en gros, en Wallonie, on a trois placettes, une petite, une moyenne, une grande. Sur la petite placette, on va mesurer les petits arbres et les grands arbres. Sur la moyenne, on va mesurer les moyens arbres et les grands arbres. Sur la grande, on va mesurer seulement les grands arbres. Donc, un arbre qui est mesuré sur la petite placette va techniquement représenter plus d'arbres et donc va compter plus lourd dans les estimations à l'échelle de la Wallonie complète que les arbres qui sont sur la grande placette. Et ça, au niveau statistique, ça peut poser de nombreux problèmes au niveau de la représentativité et au niveau donc, des estimations de volume, de nombre d'individus et de surface terrière. Et donc, là-dessus, l'intérêt du leader, ce serait de mesurer la placette de manière uniforme. Tous les arbres compteraient pour un seul arbre. Après, au niveau de la traçabilité, comme tous les scans sont sauvegardés, si on se rend compte qu'il y a une erreur dans les calculs, ben, on peut très facilement revenir en arrière, refaire les calculs. Là où quand c'est sur le terrain, ben, on se rend compte qu'on a mal écrit le chiffre pour retrouver la donnée, bonne chance. On peut faire du rétro-monitoring aussi. Donc, par exemple, si on se rend compte qu'on aurait bien voulu avoir la hauteur de la première grosse branche pour tous les arbres, ben là, une fois qu'on a les scans qui sont stockés, très facile. On refait tourner l'algorithme sur les anciens scans, paf, et on peut du coup avoir la valeur qui évolue au fur et à mesure. Et surtout, si on se rend compte qu'il y a des erreurs ou quoi, on peut très facilement réajuster la manière de mesurer dans le nuage au point. Et donc, on peut corriger certaines erreurs qui ont été commises avant et ainsi, du coup, réajuster les valeurs. Après, il y a aussi toute la valeur du futur. De nouveaux algorithmes sont constamment développés. Comme je vous ai dit, pour le moment, on est en train de travailler sur l'identification d'espèces sur base du nuage au point, mais aussi l'identification de micro-habitats, que ce soit mousse, champignons ou écorce crevassée. Et donc, c'est tous des nouveaux indices qui pourraient être intéressants pour les inventaires forestiers pour avoir justement un spectre encore plus large au niveau de ce qu'on peut mesurer. Également, on a de nouveaux algorithmes plus performants pour certaines mesures, et donc on va pouvoir avoir certaines mesures qui vont être remises à jour et donc plus précises au fur et à mesure. Donc, c'est toutes des choses qui font que ces scans vont prendre de la valeur au fur et à mesure du temps aussi. Mais du coup, j'ai remarqué, quand j'ai travaillé sur ces guides-là, souvent, on les met en opposition avec les mesures manuelles. Première étude que j'ai faite en Wallonie, c'était comparé par rapport aux mesures manuelles. Souvent, on va dire oui, mais du coup, est-ce que ça va être mieux que les mesures manuelles? Est-ce que ça va être plus précis, moins précis? Et je pense, honnêtement, que ce n'est pas la manière de voir les choses. Si on compare les mesures manuelles, par exemple, souvent, première chose qu'on fait, c'est qu'on compare la circonférence et la hauteur. Mais si on fait ça, on oublie que dans les inventaires forestiers, la plupart du temps, qui mesurent la circonférence et la hauteur, c'est pour avoir le volume. Du coup, si mon lidar est moins précis pour la circonférence et la hauteur, mais que pour le volume, il est plus précis, ben, c'est pas plus mal. Et surtout, si on continue à comparer juste les mesures manuelles et les mesures lidar, on passe à côté de toutes les autres mesures qu'on peut faire. Toutes les mesures de surface de couronne, toutes les mesures d'indice de compétition, toutes les mesures de potentiel photosynthétique avec les feuilles, toutes ces mesures-là et toutes ces plus-values, si on fait juste comparer, les mettre en opposition l'un par rapport à l'autre, ben en fait, on passe à côté de vraiment le vrai potentiel du lidar mobile. Et on se dit, si on se dit, ben, ça va remplacer, non, ça va pas remplacer parce que l'air de rien, prendre une circonférence avec un mètre ruban, ben, c'est très facile, c'est plus facile que de scanner, faire l'algorithme, essayer de traiter les données, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il faut essayer de voir, pour peut-être plutôt voir comment est-ce qu'ils peuvent être complémentaires l'un par rapport à l'autre. Voir comment est-ce que cette augmentation de surface, comment cette nouvelle mesure, comment est-ce que les deux peuvent être implémentés et comment revoir les attentes de manière beaucoup plus factuelle par rapport à ce que le leader est capable de faire. Je pense que c'est seulement comme ça qu'on pourra éventuellement, avec le budget nécessaire et avec les ressources nécessaires, je pense potentiellement les leaders mobiles et inventaires forestiers pourraient faire bon ménage si jamais on prend tout ça en compte et qu'on prend les attentes du coup là où elles doivent être. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions,